Tout ceci est possible grâce aux réformes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce magazine. Après l'obligation de facturation, ce soir, nous allons évoquer les autres formes d'obligations auxquelles sont soumises les entreprises, notamment les déclarations et les paiements. Notre invité ce soir revient pour la seconde fois sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Donko Afosoro. Bonsoir, Monsieur Miabalo. Vous êtes le directeur des moyennes entreprises. Vous avez de très bonnes informations pour nous ce soir. Oui, tout à fait. Surtout qu'il s'agit de livrer à nos partenaires contribuables les petits secrets dissimulés dans le code général des impôts. D'accord. Bonsoir, Nadège. Bonsoir, Aimé. Bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, nous allons nous intéresser aux obligations des contribuables, comme vient de le dire Aimé. Bonsoir, Monsieur Afosoro. Oui, bonsoir. Et bien avant de décortiquer ce thème, question simple, qu'est-ce qu'une entreprise? Oui, merci bien. Pour dire simple, et surtout par rapport à notre domaine professionnel, nous pouvons dire qu'une entreprise est une entité autonome qui produit des biens et des services marchands. Donc c'est une entité économique de production des biens et services. C'est un agent économique réalisant des affaires commerciales et industrielles. Ainsi, une entreprise se crée, elle vit, elle grandit et elle peut mourir. Disons, au niveau de notre service, au niveau de l'ETR, en l'état actuel, il y a plusieurs niveaux de segmentation des entreprises. C'est ainsi que nous avons les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Les grandes entreprises sont les entreprises qui réalisent plus de 700 millions de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires supérieur donc à 700 millions. Oui. Pour les moyennes entreprises, il s'agit des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions et strictement inférieur à 500 millions. Donc tout naturellement, les petites entreprises sont celles qui réalisent un chiffre d'affaires strictement inférieur à 50 millions. D'accord. Les obligations déclaratives et de paiement, des devoirs fondamentaux de toute entreprise. Si certains opérateurs économiques sont conscients du respect de ces obligations, d'autres par contre les ignorent ou les négligent tout simplement. L'Office togolais des recettes est donc en tournée de sensibilisation pour amener ses contribuables à se conformer aux règles établies par l'administration fiscale au Togo en ce qui concerne leurs obligations. Prudence Zinsou. L'entreprise ou toute entité qui exerce une activité économique se doit de tenir une gouvernance sincère, complète et régulière permettant de justifier la comptabilité déclarée. C'est l'une des obligations auxquelles sont soumises les sociétés commerciales, obligations qui peuvent être situées à divers niveaux relativement à la création, la durée de vie et éventuellement la cessation d'activité. Parmi ces obligations figurent la déclaration et le paiement. L'entreprise doit déclarer son existence et s'immatriculer ensuite. Ces deux obligations se font aujourd'hui pour la plupart au centre des formalités de l'entreprise. L'immatriculation permet à cette entreprise d'avoir un numéro fiscal. Et bref, ces deux procédures qui se déroulent là-bas sont comme la délivrance d'une carte ou bien d'un certificat de naissance à cette entreprise-là. L'entreprise doit souscrire cette déclaration dans le délai et payer également ses impôts dans le délai, ce qui peut le valoir d'être un bon citoyen consentant. À la fermeture, il y a également des obligations. C'est des obligations de déclarer la cessation d'activité. Il doit déclarer qu'il ferme ses portes, et cela pour permettre au Trésor d'évaluer ses créances nettes et éventuellement de constituer des garanties et des sûretés, comme nous le disons souvent. Tous ces devoirs auxquels les entreprises doivent s'astreindre sont souvent méconnus ou négligés par les opérateurs économiques. Ici, ceux qui sont logés à la DME, c'est-à-dire aux moyennes entreprises,
et à la direction des grandes entreprises respectent leurs obligations fiscales, il n'en est pas ainsi au niveau des petites entreprises qui sont logées dans les centres. Et c'est là où un gros travail de sensibilisation est en train d'être mené actuellement. Et je pense que nous y arriverons. Et c'est pour cela que l'Office togolais des recettes, conscient de la situation, conscient que c'est les petites entreprises et les moyennes entreprises constituent pour la majorité l'entrepreneuriat togolais, a créé en son sein direction de la communication. Avec la politique de communication mise en place par l'Office togolais des recettes, les opérateurs économiques sont de plus en plus sensibilisés sur leurs obligations et le consentement volontaire à l'impôt rentre progressivement dans les habitudes. Mais certains contribuables estiment que l'OTR peut mieux faire en mettant en place d'autres stratégies pouvant leur faciliter les procédures de paiement. Nous sommes au courant des obligations. Donc on a la TVA qui doit être payée avant les 15 de chaque mois. L'impôt minimum forfaitaire, la taxe sur salaire, la taxe complémentaire sur salaire, l'ILPP et autres. Dans les paiements de ces taxes, il arrive des fois que nous ne sommes pas en règle, nous ne sommes pas disposés prêts à payer avant les 15 ou bien avant l'échéance. Si l'hôtel peut nous accorder encore un peu de temps ou bien un peu de moyens pour pouvoir payer après les échéances dont nous disposons actuellement, ça nous ferait beaucoup plaisir. L'OTR doit renforcer sa politique de communication envers catégories d'entreprises qui se plaignent de ne pas suffisamment être informées de leurs obligations fiscales. Quand nous venons pour payer nos impôts, c'est dans une file indienne interminable qu'on se trouve et on quitte ici à des heures tardives. Et si l'OTR ne peut pas pour le moment élargir son partenariat aux autres banques, de nous permettre au moins de payer dans toutes les agences de l'UTB. Ces sensibilisations doivent aussi être renforcées en amont lors de la création des entreprises par les jeunes entrepreneurs au niveau du centre de formalité des entreprises, ce qui pourrait mieux préparer les opérateurs économiques à faire face aux diverses obligations qui les attendent une fois en activité. Donc, nous allons parler de deux obligations, les déclarations et les paiements. Alors, qu'est-ce qu'une obligation déclarative? Ok, merci bien. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de préciser quand même un certain détail en ce qui concerne les entreprises. C'est qu'à la création, le promoteur de l'entreprise a le choix entre plusieurs formes. Il y a la forme d'entreprise individuelle, la forme d'entreprise sous forme de société. Bon, entre-temps, il peut y avoir des transformations entre une entreprise individuelle et une société. Et ceci dit, de façon générale, en droit, l'obligation, c'est le lien juridique par lequel une personne est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, par obligation des contribuables, nous entendons l'ensemble des dispositions légales et des règles prévues par la loi que les contribuables sont tenus de respecter. Dans le cas d'espèce, et cette loi, c'est le Code général des impôts. C'est ainsi que le Code général des impôts a prévu des obligations à respecter à la naissance de l'entreprise, donc sa création, en passant par le centre de formalité d'entreprise et l'immatriculation. Donc de façon générale, il y a des obligations administratives, des obligations juridiques, des obligations comptables et des obligations fiscales. Donc voilà de façon générale ce que l'on peut dire là-dessus. Maintenant la déclaration. Oui. En ce qui concerne l'obligation déclarative ou l'obligation de déclaration, c'est en quelque sorte l'obligation faite aux promoteurs et aux responsables d'entreprise de déclarer tout ce qu'ils font comme activité, tout ce qu'ils réalisent dans le cadre de leur entreprise. C'est ainsi qu'il y a donc la déclaration d'existence de l'entreprise dans le délai de 15 jours après l'ouverture des portes, la déclaration ponctuelle dans le cadre des droits de timbre et des droits d'enregistrement. Il y a les déclarations mensuelles en ce qui concerne la TVA et la retenue à la source sur les salaires et les honoraires versés, et à déposer au plus tard le 15 de chaque mois au titre des opérations du mois précédent. Il y a également les déclarations annuelles, la déclaration annuelle de salaire,
les déclarations annuelles de revenus, les déclarations annuelles de résultats. Pour la déclaration annuelle de salaire, l'échéance à déposer au plus tard le 31 janvier de chaque année. En ce qui concerne la déclaration de revenus, c'est au plus tard le 31 mars de chaque année. En ce qui concerne la déclaration de résultats, selon qu'il s'agit d'une société ou d'une compagnie d'assurance, donc s'il s'agit d'une société, c'est au plus tard le 30 avril de chaque année. Et lorsqu'il s'agit d'une compagnie d'assurance, c'est donc au plus tard le 31 mai de l'année. Voilà les détails que je peux vous communiquer pour le moment en ce qui concerne donc l'obligation déclarative. Et qu'entend-on concrètement par obligation de paiement? Oui, et par obligation de paiement, disons que c'est l'obligation faite aux entreprises de payer le montant de l'impôt dû, le montant de l'impôt tout liquidé. Et ce paiement se fait conformément au système déclaratif auto-liquidé selon les dates d'échéance fixées par le Code général des impôts. Donc en la matière, pour les déclarations ponctuelles, comme les droits de timbre et les droits d'enregistrement, le paiement a lieu immédiatement au moment où l'acte a été posé, sans quoi la formalité d'enregistrement de l'acte est refusée. En ce qui concerne les impôts mensuels, donc le paiement se fait au plus tard le 15 de chaque mois, comme je l'ai dit tantôt, au titre des opérations du mois précédent, c'est le cas de la TVA. En ce qui concerne les impôts annuels, comme l'IRPP et l'impôt sur les sociétés, donc le paiement se fait selon un mécanisme d'acompte provisionnel, à savoir le premier acompte qui a lieu au plus tard le 31 janvier de l'année, le deuxième acompte qui a lieu au plus tard le 31 mai de l'année, le troisième acompte qui a lieu au plus tard le 31 juillet de l'année, le quatrième acompte au plus tard le 31 octobre. Et tout naturellement, le solde se fait au moment du dépôt de la déclaration, soit le 31 mars, soit le 31 avril, soit le 31 mai, selon qu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une société ou d'une compagnie d'assurance. Voilà. D'accord. Et ces obligations concernent aussi les micro-entreprises du secteur informel? Oui, bien sûr. Et les entreprises du secteur informel sont aussi concernées par toutes ces obligations, par tous ces mécanismes d'obligations. Comme je l'ai distingué, selon qu'il s'agit des grandes entreprises, il y a une catégorisation, les moyennes entreprises, il y a une catégorisation, et de la même manière, au niveau des micro-entreprises, il y a une catégorisation qui est faite. Et précisons qu'au niveau de l'OTR, en ce qui concerne la segmentation des entreprises, nous les avons distinguées à 3 niveaux, à savoir que les grandes entreprises gèrent, la direction des grandes entreprises gère les grandes entreprises, la direction des moyennes entreprises gère les moyennes entreprises, et la direction régionale des impôts et la direction des impôts du Golfe gèrent les petites et les micro-entreprises. Donc, les micro-entreprises sont soumises au régime synthétique d'imposition, que nous appelons communément la TPU. Et justement, en la matière, l'obligation déclarative est fixée au 31 mars de l'année et l'obligation de paiement à raison des 4 acomptes provisionnels tels que je l'ai défini précédemment également. Donc, peut-être par ailleurs, il y a aussi les actes ponctuels que ces micro-entreprises peuvent poser. Et par rapport à ça, donc immédiatement que l'acte est posé, la déclaration est faite et le paiement également est fait immédiatement. Voilà. Alors, quels sont les canaux prévus par le Code fiscal pour informer les contribuables par rapport à ce qu'ils doivent payer? Et les canaux de communication prévus par le Code général des impôts pour informer les contribuables, en ce qui concerne leurs obligations, bon, disons a priori, à l'état actuel de mes connaissances, et sauf erreur de ma part, le Code général des impôts n'a rien prévu en la matière. Par contre, dans la pratique, et ce que nous faisons, ce sont des actions de communication, des actions de sensibilisation, que nous portons donc l'information aux contribuables. Et ne perdons pas de vue que maintenant, il y a au niveau de l'OTR un site internet qui est bien alimenté et bien fourni en matière d'information. Et donc, toutes ces informations sont mises à la disposition des contribuables qui peuvent donc tout naturellement les consulter. Et nous ne perdons pas de vue cet adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui, donc par rapport à ça, il revient au contribuable de tout faire pour
posséder la connaissance fiscale. Oui, dans le reportage qui vient de passer, on a vu un contribuable qui disait que les délais étaient trop courts. Est-ce que les opérateurs économiques négocient des plans de paiement? Oui, bien sûr. Il est toujours possible pour le contribuable de demander un plan de paiement pour régler donc ses impôts. Mais cela se fait par mesure d'indulgence de l'administration et sous la responsabilité pécuniaire des receveurs des impôts en cas de gêne financière ou de difficultés de trésorerie du contribuable de bonne foi. Ça, c'est une condition très fondamentale. Le contribuable doit être présumé de bonne foi. Par contre, en principe, pour la TVA, il n'est pas possible de prévoir donc un plan de règlement compte tenu de son mécanisme parce que la TVA, une fois que c'est collecté, ça doit être reversé. Voilà, ça doit être reversé et tout naturellement dans le délai prescrit. Donc pour la TVA, il n'y a pas de plan de règlement. En tout état de cause, quand il y a plan de règlement, ce plan de règlement doit être soldé au cours de l'exercice budgétaire. Voilà. Et par exemple, à la fermeture ou à la cessation d'activité d'une entreprise, est-ce qu'il faut toujours payer? À la fermeture, à la cessation, s'il faut payer... Y a-t-il encore des obligations? Oui, voilà. Là, il y a des obligations. Parce que j'allais dire, on ne s'exprime pas en termes de s'il faut payer ou pas. C'est que l'essentiel par rapport au cadre légal prévu par le Code général des impôts, à l'occasion de toute circonstance, à l'occasion de tout événement, malheureux ou malheureux, le contribuable est tenu de porter l'information à l'administration fiscale, de déclarer cet événement. Donc c'est ainsi qu'à la fermeture, à la cessation de l'activité, donc il a également fait obligation au contribuable de déclarer cet événement à l'administration fiscale. Et à cette occasion, tout naturellement, il sera question aux agents voilà, du commissariat des impôts de chercher à vérifier donc la situation fiscale du contribuable, de s'assurer qu'il n'y a pas de restes à recouvrer. Auquel cas, s'il y a des restes à recouvrer, donc il sera question de conduire donc le contribuable à le solder immédiatement. Et puis cela est normal, il est en train de fermer, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais le retrouver. Donc c'est ça l'esprit qui guide cette action. Voilà. Et quels sont les mécanismes d'acompte prévisionnel? Oui, et le mécanisme des acomptes prévisionnels est, n'est-ce pas, défini par le Code général des impôts pour les impôts annuels et donc par rapport au système déclaratif auto-liquidé qui est en vigueur présentement au Togo et qui va en quelque sorte en opposition du système déclaratif simple. Et dans le cas du système déclaratif simple, si vous permettez que je vous explique un peu, oui, allez-y. La société devrait déposer sa déclaration, par exemple, au plus tard le 30 avril de l'année. Et il revenait aux agents des impôts de procéder à la liquidation, au calcul, d'établir le rôle et d'envoyer donc les avis d'imposition aux contribuables qui disposent tout naturellement d'un délai de 30 jours pour venir effectuer le paiement. Par contre, dans le cas du système déclaratif auto-liquidé, donc qui répond au mécanisme des acomptes provisionnels, le contribuable dépose sa déclaration à l'échéance donnée, le 30 avril par exemple, il liquide les droits, calcule les droits, et puis paie maintenant son impôt selon le mécanisme qui est prévu, à savoir les 4 acomptes, le 31 janvier pour le premier acompte, 31 mai pour le deuxième acompte, 31 juillet pour le troisième acompte, 31 octobre pour le quatrième acompte, et donc à la date du dépôt de la déclaration, donc il doit payer le solde. L'avantage, c'est que dans le cadre du système déclaratif simple où le contribuable devait recevoir l'avis d'imposition, donc il disposait d'un délai de 30 jours pour payer la totalité du montant dû. Oui. Alors que dans le cadre du mécanisme d'acompte provisionnel, le montant à payer immédiatement est fractionné en quelque sorte en 4 tranches, à savoir le quart du montant dû au titre de l'exercice N-1, et en fin d'exercice au 31 décembre, dès qu'il arrête les comptes, il connaît maintenant ces chiffres, il dépose sa déclaration, et à cette occasion, il calcule, et puis maintenant, si la différence est positive, donc ça veut dire qu'il y a un solde à payer, qui paie au moment où il dépose la déclaration. S'il y a un crédit, donc les agents le font constater, et à faire valoir dans le cadre des paiements à venir. Ce sont des dispositions destinées à soulager un peu les entreprises? Oui, tout à fait. Ça leur facilite vraiment la vie. Et surtout en cas de difficulté de trésorerie, comme vous l'avez évoqué, hein, ça fait en même temps, en quelque sorte, un plan de règlement et qui est fixé par anticipation. Bon, alors que le plan de règlement que vous avez évoqué
plus haut concerne donc les situations où l'impôt était dû. À l'échéance donnée, le contribuable n'a pas pu payer. Et maintenant, il y a, disons en quelque sorte, un recours gracieux et qui est accordé à ce contribuable où on lui définit donc les facilités de règlement. Voilà. Oui, alors au niveau de l'obligation de facturation, il y a bien sûr des sanctions. Au niveau de la déclaration du paiement, est-ce qu'il y a aussi des pénalités? Oui, bien sûr. En matière de procédure fiscale et en matière de droit en général, il y a toujours des sanctions qui sont prévues pour encadrer le comportement du contribuable ou du citoyen en général. Et en la matière, c'est très sérieux, nous distinguons des sanctions fiscales et il y a aussi les sanctions pénales. Oui, oui. En matière de sanctions fiscales, il y a des sanctions spécifiques au défaut en matière de déclaration. Il y a également des sanctions fiscales en matière de défaut de paiement et également en matière de retard de déclaration et de retard de paiement. Il y a également des sanctions en matière de minoration ou de dissimulation des chiffres dans le cadre des déclarations qui ont été souscrites. Donc, de façon générale, nous pouvons dire que l'ensemble des sanctions prévues en la matière peuvent être retrouvées au niveau du Code général des impôts, des articles 12-25 à l'article 13-29 du Code général des impôts. Donc voilà le cadre juridique qui est prévu donc pour encadrer les sanctions en matière de défaillance des contribuables au regard de leurs obligations. Voilà. Oui, et j'aimerais encore en savoir plus sur en quoi consiste clairement la déclaration annuelle de revenus. Bien, la déclaration annuelle de revenus est cette déclaration qui est prévue donc pour maîtriser les revenus des personnes physiques au cours d'un exercice donné, au cours d'une année donnée. Et tout naturellement, en matière de déclaration de revenus, il y a des revenus catégoriels qui les composent. Il y en a 8. Revenus catégoriels, revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, les revenus des capitaux mobiliers, les plus-values des cessions à titre honoré, et puis la rémunération des gérants majoritaires. Donc l'ensemble de ces revenus catégoriels, en fin d'année, doivent être regroupés dans un document appelé déclaration annuelle de revenus. Et cette déclaration doit être déposée donc au plus tard le 31 mars de l'année. Et quelles sont les entreprises soumises à cette obligation? Disons, a priori, déclaration annuelle de revenus concerne les personnes physiques. Et s'il faut lier cette déclaration de revenus au terme entreprise, donc tout naturellement, on aura les entreprises individuelles pour les personnes physiques et éventuellement les sociétés par rapport aux revenus ou bien les sources de revenus tirées dans le cadre des activités de ces sociétés. Oui, alors, comment est-ce qu'on fait une déclaration annuelle de salaire? La déclaration annuelle de salaire concerne tout naturellement les rémunérations versées aux employés, d'une part, et donc au personnel ne faisant pas partie de l'entreprise. Et cette déclaration, son échéance, c'est au plus tard le 31 janvier de chaque année. Et les spécificités techniques, c'est que cette déclaration récapitule l'ensemble des rémunérations versées au moins le mois du 1er janvier donc au 31 décembre aux employés d'une part et également éventuellement les honoraires versés au personnel ne faisant pas partie de l'entreprise. Donc c'est ce que nous appelons souvent et communément état vert. Et maintenant ce document comporte des pièces justificatives, des supports ou bien des documents annexes que nous appelons bulletins individuels. Donc autant de salariés de l'entreprise, autant de bulletins individuels donc, qui doivent accompagner la déclaration annuelle des salaires. Donc voilà, de façon ramassée, ce que je peux dire là-dessus. Et là également, si ce document n'a pas été déposé, donc il y a une sanction qui est prévue pour discipliner un peu les défaillants. Voilà. Merci M. Afosoro. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission des conseils à l'endroit des contribuables. Pour conclure.
Bon, il faut conclure par des conseils aux contribuables qui sont donc nos partenaires, que nous respectons très bien. Pour éviter les sanctions. Oui, oui, tout à fait, pour éviter les sanctions. C'est que nous les invitons à beaucoup s'approcher des agents des impôts, à venir nous consulter, à poser toutes les questions. Il y a beaucoup de documents que nous sommes en train même d'élaborer pour faciliter la vie. Et par rapport même à la politique de l'OTR qui concerne donc l'assurance qualité par rapport aux services que nous devons rendre à nos usagers, contribuables et partenaires. Donc, au regard du mécanisme d'acompte provisionnel que je viens de vous expliquer, donc il y a un document que nous avons conçu, impôt par impôt, et pour chaque type d'impôt, nous avons mentionné la disposition du Code général des impôts qui stipule la matière, la disposition du Code qui précise le délai de dépôt de la déclaration, d'une part, et également le délai pour le paiement, et éventuellement, s'il y a défaillance, donc pour raison de transparence, la disposition du Code qui sanctionne chaque cas d'espèce en cas de manquement. Voilà. Merci beaucoup, M. Donko Afosoro, pour ce deuxième passage. Nous restons toujours à votre disposition. Merci aussi à vous, Nadège. Merci avec plaisir. Merci. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le www.otr.tg est toujours disponible. Vous pouvez toujours consulter ce site pour plus d'informations. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Tout ceci est possible grâce aux réformes de l'Office togolais des recettes. L'intégration des services des impôts et douanes pour plus d'efficacité. La collecte des recettes par les banques, gage de transparence. Les déclarations en ligne pour un gain de temps. Un système informatique moderne. Un service de qualité. Un environnement de travail ouvert pour une amélioration du climat des affaires au Togo. Payer ses impôts et taxes est un acte solidaire et patriotique. Soyons fiers de notre pays. Participons tous à son émergence. L'OTR, fédéré pour bâtir.